Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet événement qui a lieu pour le mois du retail, au One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Alors malheureusement, cette fois-ci, c'est en live, mais j'espère pouvoir tous vous retrouver physiquement. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est peut-être de nous signaler dans le chat si on nous entend correctement. Et si c'est le cas, nous allons pouvoir démarrer avec cette présentation et la présentation de Serge Martins, Studio Mercuria et Lancaster. Donc, si vous pouvez juste nous mettre quelques petits messages sur le chat pour nous indiquer qu'on est correctement entendu et qu'il y a bien une présence. Alors, je n'ai pas de message. J'espère que sur l'audio, on est bon. Tout fonctionne. Super. On a l'audio. Très bien. Donc, Serge, je te propose du coup de te présenter brièvement, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, pour nous présenter un petit peu ce que tu fais avec Lancaster. Très bien, très bien. Déjà, bonjour à tous. Donc, Serge Martins, je suis le cofondateur de l'agence web Studio Mercuria. Donc, c'est une agence spécialisée en gestion CRM. Donc, c'est une activité que l'on réalise, bien entendu, de manière externalisée pour le compte d'annonceurs au sens large, mais plus particulièrement d'e-commerçants. Voilà, donc en quelques mots. Après, je suis un ancien responsable CRM. J'ai travaillé notamment chez delamaison.fr pendant quelques années avant de me concentrer dans le développement justement de cette offre agence. Ok, super, merci Serge. Moi de mon côté, je m'appelle Younes Ben Maïz, je suis directeur commercial chez M-Artis pour la France. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai rejoint la société et ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans le monde du marketing digital et les enjeux d'expérience client. Ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement qui est Lancaster, même si c'est une présentation qui n'est pas à faire. Ensuite, on verra les défis rencontrés et les solutions que Studio Mercuria a mis en place pour Lancaster. Et on finira bien entendu par les résultats obtenus et une petite phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à commencer dès maintenant à poser vos questions sur le chat et nous y répondrons en fin d'intervention. Pour Lancaster, Serge, je vais le faire rapidement si ça te va bien. Si tu veux, je compléterai si nécessaire. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Lancaster aujourd'hui est un client d'Em-Artis, mais également de Studio Mercuria. C'est une société qui est spécialisée dans la maroquinerie haut de gamme, ce qu'on pourrait appeler le luxe abordable. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils sont présents sur une vingtaine de boutiques monomarques, 18 exactement, au travers de 1400 revendeurs dans le monde, et une boutique en ligne qui a été lancée il y a relativement peu de temps, il y a moins de 2 ans, avec 100% de croissance sur l'e-commerce l'année dernière, donc des chiffres assez intéressants. Et une petite citation de Lancaster que je trouve assez sympathique, qui est d'expliquer que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Alors ça, effectivement, ça marche dans la mode, mais lorsqu'on est sur un écosystème marketing, c'est un petit peu plus compliqué d'inventer l'avenir. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de le prédire réellement et donc de le faire avec des faits, tout simplement. Du coup, on va passer sur les défis. Serge, si tu veux bien, explique-nous un petit peu les quelques défis rencontrés par Lancaster. Alors, c'est vrai qu'initialement, on va dire que dans un premier temps, parce que j'ai démarré au départ par une analyse approfondie de l'existant. Donc, si tu veux, dans le cadre d'un audit, j'ai pu constater notamment que au départ, ils avaient un taux d'actifs, c'est-à-dire une proportion de leur base de données qui était quand même assez engagée vis-à-vis de la marque, donc avec des ouvertures régulières de mails, c'est ce qu'on appelle justement un contact actif. Donc, malgré justement une pression commerciale, une sollicitation qui était relativement faible. Donc, initialement, on était sur une pression commerciale inférieure à 2 envois par mois. Et malgré tout, ça ne leur a pas empêché de maintenir cette base vraiment très, très, très active. Et surtout, en fait, on parlait d'aficionado, donc avec une attente justement liée à ces offres commerciales ou à ces informations relatives à l'évolution de la marque. L'une des autres particularités de Lancaster, c'est un repeat business qui faisait un petit peu défaut. Donc, c'est vrai que il faisait principalement de l'acquisition. Il n'y avait pas forcément de suivi côté CRM, en tout cas pour inciter les gens, en tout cas pour déjà les solliciter, donc avec peut-être une pression commerciale et aussi avec une stratégie derrière de reconquête, une stratégie de fidélisation. Donc, c'est vrai que la majeure partie de leur base était composée de soit de prospects ou de clients monocommandes. Donc ça, c'était une vraie problématique qu'il s'agissait justement de corriger par la suite.
et une absence, ça c'est le dernier point, une absence cruelle d'utilisation des données navigationnelles et des historiques d'achat. Parce que pour le coup, faire des communications, des newsletters, c'est bien, mais si on a la possibilité d'individualiser ces communications et notamment de faire ce qu'on appelle de la recommandation produit ou de la recommandation d'offre en fonction de la typologie, c'est un client, un top client, un prospect, etc., ou un ambassadeur, l'idée, c'est de ne pas forcément communiquer de la même manière. Donc voilà, en tout cas, pour les premiers constats. Donc très clair, c'est pour faire simple, c'est qu'il y a un nombre d'actifs qui est plutôt correct, les gens ouvrent les emails, par contre ils n'achètent pas énormément. Quand ils achètent une fois et ils reviennent pas forcément. La base était peu exploitée, donc ça peut justifier le pourquoi ils ne reviennent pas forcément, pourquoi ils n'achètent pas forcément. Complètement. Oui. Exactement, on ne pense pas forcément Lancaster. Et du coup, pour avoir des messages plus pertinents, forcément, il aurait fallu utiliser les données d'achat parce que j'ai déjà acheté un sac à main, parce que j'ai déjà acheté un portefeuille, ou parce que je suis venu visiter plusieurs fois le fameux sac dont je rêve tant, de capitaliser là-dessus. Et ça, Lancaster, avant tout ce projet, n'était pas en capacité d'utiliser ces données. C'est bien ça ? Tout à fait, pour une raison simple, outre bien entendu les ressources qui n'étaient pas forcément allouées au CRM, c'est que leur outil ne leur permettait pas de le faire. Voilà, c'était tout simplement un outil de routage et comme je le disais, ils se contentaient simplement d'envoyer des newsletters. Ok, très clair. Du coup, on va passer aux solutions, si tu veux bien. La première des solutions, c'était d'optimiser la segmentation. Je pense que le plus important, déjà, quand on envoie des communications, c'est qu'elles arrivent. C'est ça ? Alors, oui. Alors, c'est vrai que c'est très, très axé email. N'oublions pas que, en tout cas, on ne l'a pas encore précisé, mais il y a quand même une notion d'omnicanalité aujourd'hui dans la stratégie de Lancaster. Mais l'email reste quand même le levier privilégié pour communiquer avec ses clients. Pour preuve, c'est qu'on exploite ce canal pour envoyer les mails de confirmation de commande, les mails de confirmation d'expédition, les factures. Donc, c'est extrêmement important que votre réputation vous permette aujourd'hui d'arriver en inbox. Et donc, pour cela, il faut mettre en place une stratégie de segmentation, une stratégie de ciblage marketing aussi pour justement améliorer cet engagement client, améliorer en quelque sorte la légitimité de vos emails et faire en sorte aussi que l'ensemble des FAI vous acceptent en inbox et non pas en spam. Et donc, c'est exactement ce qui a été travaillé. Donc, alors là, si je prends effectivement le graphique de gauche, c'était la situation avant, entre guillemets, la reprise, où on pouvait constater que sur des domaines comme eCloud ou Bbox, on était sur 0% d'ouverture. Donc, ça voulait dire que les mails n'arrivaient quasiment plus. Là, on parle de blacklistage. Alors que sur la droite, c'est la situation actuelle avec une homogénéité des taux d'ouverture, avec un taux qui dépasse, en tout cas, en règle générale, les 20%. Ok, très clair. Je comprends bien. Donc, du coup, là, on est sur une amélioration de la délivrabilité en quelque sorte. Les emails arrivent beaucoup mieux. Et donc, oui, on a une segmentation qui est optimisée et forcément des résultats qui s'en ressentent. Sur la solution suivante, donc on a mis en place une segmentation optimisée. L'idée maintenant, c'est d'augmenter la pression co. Augmenter cette pression co, c'est d'envoyer beaucoup plus de messages. Là, en l'occurrence, on fait x4 sur les newsletters et on fait x3 sur les taux d'ouverture, mais pas que, puisqu'on va voir ensuite que l'objectif, c'est de booster le trafic. Et donc, si on passe à la slide suivante, pour que tu puisses nous la commenter. Oui, alors tout à fait. Disons que tout l'enjeu, c'était de faire en sorte, en tout cas, que la part du CA réalisé par le CRM soit la plus importante possible. Donc, initialement, dans notre constat, le CA CRM ou le CA emailing, parce qu'il n'y avait pas d'omnicanalité à l'époque, donc représentait à peine 1% du CA global. Et donc, le fait de mettre en place déjà une pression commerciale plus importante, d'améliorer justement cette notion de délivrabilité, aboutissement inbox, ça a permis, en parallèle, bien entendu, de la stratégie de fidélisation qu'on pourra évoquer un petit peu plus tard, donc ça a permis une croissance considérable déjà du trafic CRM, et bien entendu une augmentation du taux de conversion, donc déjà qui a été multiplié par 3, et également par conséquent une augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, comme je disais, l'objectif étant d'augmenter cette fameuse part de chiffre d'affaires, donc on est passé de 1 à 10% du CA global, donc ce qui constitue une croissance non négligeable du levier, grâce en tout cas au levier CRM.
Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait plus 10 points sur l'apport du CRM dans le CA global, ce qui est plutôt un très bon chiffre. Et ça, grâce, comme on l'a dit, à une augmentation de cette pression co, mais également à une segmentation optimisée, puisqu'on augmente la pression co, mais on ne le fait pas pour tout le monde. L'objectif, c'est d'envoyer Oui. plus, mais également mieux. On est d'accord? C'est très pertinent, tout à fait. Alors, quand je parle, parce que certains marchands auraient tendance à me dire, oui, mais je ne veux pas sursolliciter mes cibles, etc. Tout est question de ciblage marketing. On ne va pas appliquer la même pression en fonction de si c'est un prospect, un client monocommande ou un top client. Un top client, on va plutôt le sous-solliciter, entre guillemets, mais par contre, les communications qui lui seront dédiées seront très spécifiques avec des offres peut-être plus fortes pour les inciter, on va dire, à monter dans l'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'un top client, l'objectif, c'est peut-être de le passer en ambassadeur. Voilà. Donc, et justement, parce que je suis en train de voir cette slide. Ouais, j'allais te parler justement, j'allais faire le parallèle avec les top Alors, clients et les vas-y. ambassadeurs. Justement, ici, on parle d'une connaissance client. J'allais te dire de juste me compléter, justement, et merci d'avoir fait la transition, entre ce qu'est un top client, ce qu'est un ambassadeur, et éventuellement, ici, on voit des leads, des primo-acheteurs, des actifs. Explique-nous. Et à quoi ça sert, surtout. Alors ça déjà en fait c'est un tableau de bord présent effectivement sur MR6 et qui nous permet d'avoir une lecture à l'instant T de la répartition. En fait c'est le mapping de la base de données du client, donc avec la répartition des leads, des primo-acheteurs, des clients actifs, déficients et perdus. Donc ça signifie que ça nous permet non seulement d'avoir la répartition, mais aussi de pouvoir axer nos actions marketing et notamment prioriser peut-être certains scénarios d'automation pour soit fidéliser les clients, notamment les clients actifs et les primo-acheteurs. L'objectif, c'est de les faire racheter et de faire en sorte, surtout qu'ils rachètent dans la récence constatée. On va dire que sur Lancaster, on était, à partir du moment où on a mis en place les bonnes actions, on était sur un délai de rachat, une récence d'à peu près 1 an. Donc, l'objectif, c'est aussi de raccourcir un petit peu. Donc, pour ça, on met en place des offres de cross-sell parce qu'ils ne font pas que des sacs à main, ils font aussi des accessoires. Mais l'objectif aussi, c'est de reconquérir ces fameux clients déficients, les clients qui n'ont pas racheté dans un délai de récence moyen et également pour les clients perdus. Donc, comme je le disais, il y avait une majorité dès le départ de clients, entre guillemets, mono-acheteurs. Donc, le chiffre d'affaires se réalisait au départ principalement par de l'acquisition. Et donc, tout l'enjeu, quelque part, c'est ce que je disais. Donc, c'est par le biais d'un parcours client. Comme ici, un parcours qui est idéal, c'est le parcours vert, sur lequel il n'y a pas de perte, il n'y a pas de churn client. Et on va mettre en place tout un tas de stratégies, tout un tas d'événements positifs pour inciter la personne à revenir régulièrement, faire en sorte qu'il continue à être actif sur la base de données et bien entendu qu'il rachète. Mais bien entendu, ça c'est une vision qui est idéale et ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et donc l'enjeu, c'est de mettre en place justement des scénarios, des mécaniques de réactivation, des mécaniques de reconquête pour justement se rapprocher vers cet idéal. Ok, on va en parler juste après. Donc, du coup, si je résume, une meilleure connaissance client, c'est quoi? C'est de connaître un petit peu les différents statuts, maîtriser son cycle de vie client, essayer de faire en sorte d'obtenir la meilleure lifetime value possible sur chacun de ses clients et donc de le garder sur cette fameuse courbe verte, en mettant en place tout un tas de programmes relationnels pour faire en sorte que la majeure partie des clients restent actifs. Ce que tu disais, c'est qu'un actif chez Lancaster, d'un point de vue RFM, c'est quelqu'un qui achète à peu près tous les ans. Et l'objectif, c'est de pouvoir raccourcir un peu ça pour essayer de faire en sorte qu'ils achètent peut-être tous les 9 mois, tous les 10 mois, parce que il y a toujours plusieurs occasions et bien entendu, ça reste une moyenne. Très clair. Si on passe à l'exécution de cela, là on a vu le parcours, mais l'idée c'est qu'il y a des messages très clairs derrière et ces messages se doivent d'être personnalisés. Explique-nous ce qui a été mis en place là-dessus de manière très rapide parce que je crois qu'on manque un peu de temps. Alors très rapidement, ce qu'on voyait effectivement à l'écran, c'était qu'une partie des exemples effectivement de scénarios qui répondent à des objectifs bien précis. Si je prends par exemple le welcome mail, il a un objectif qui est double d'ailleurs. Donc je n'irai pas forcément dans le détail de tous les scénarios, mais quand un client ou un contact en tout cas arrive en base de données, nous avons peu de temps déjà pour recenser au moins une ouverture de mail, donc pour l'activer. Et dans un deuxième temps, l'objectif c'est de le convertir. Il est dans un processus d'achat qui est entre guillemets assez engagé, donc l'objectif c'est qu'il ne parte pas à la concurrence. Donc le fait de mettre en place
un scénario avec tout un tas de relances et en utilisant justement l'omnicanalité pour des rappels, hein, parce que généralement, on implique des codes promo, on implique en tout cas une offre de bienvenue, bah, l'objectif, c'est qu'il l'utilise. Donc, on va en tout cas faire en sorte qu'il n'oublie pas de l'utiliser le plus rapidement possible. Il en va de même pour l'abandon panier, pour le retargeting ou la relance, bien entendu, la relance des abandons de visite. Mais voilà, donc on a effectivement peu de temps pour aller un peu plus dans le détail. Ouais, en fait, on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps et surtout, on va devoir passer aux questions prochainement. Donc, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur le chat si vous en avez. On sera un plaisir de faire 2 slides et on y arrive. Donc là, c'était une tactique d'anniversaire, par exemple. On n'a pas atteint, enfin, on n'est pas arrivé encore au résultat. On y arrive. Tout à fait. Explique-nous un petit peu sur tout ce qui a été mis en place, ce qu'on a réussi à obtenir. Alors, du coup, c'est vrai qu'au départ, il y avait bien entendu un scénario d'automation qui était l'abandon panier. On l'a agrémenté avec tous les scénarios qui nous semblaient être pertinents pour justement reconvertir, enfin, soit maintenir actifs des clients, par exemple primo-acheteurs, ou des clients qui étaient en tout cas, dans le délai moyen de rachat, mais surtout pour la reconquête. Voilà, c'était une base qui était très peu exploitée. Donc, le fait de mettre en place, de multiplier par 5 le nombre de programmes automatisés, ça nous a permis aussi de multiplier par 6 les revenus générés par l'automation. Ah oui, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est d'avoir plus de revenus et ces revenus soient automatisés. L'objectif, c'est de dépendre le moins possible de la newsletter un petit peu manuelle. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, mais dans les messages, sans forcément rentrer dans le détail, mais dans les messages même automatisés, on avait des algos de perso qui permettaient de personnaliser à la volée ou de pousser des produits recommandés, etc. Donc, on automatise beaucoup de choses pour générer plus de revenus et être plus efficient. L'objectif, c'est effectivement de personnaliser au maximum. Donc, on a, d'ailleurs, on pourrait tout à fait envisager de créer une newsletter unique, mais par contre, d'avoir des blocs qui, eux, seront à affichage conditionnel. Si c'est un top client, on affiche cette offre. Si c'est un client standard, on en affiche une autre. Si c'est un prospect, on n'affiche pas d'offre commerciale particulière. Voilà. Donc, oui, il y a une notion d'individualisation de la communication, qui nécessite d'exploiter toutes les données disponibles et donc, bien entendu, l'omnicanalité, parce que ce n'est pas que l'email, on peut utiliser le SMS, les overlays on-site, c'est-à-dire les petites pop-ins qui peuvent apparaître et bien entendu qui reprennent le message et surtout l'offre commerciale pour qu'elle soit utilisée le plus rapidement possible. Donc, pour parler… alors, vas-y, hein, c'était des questions à Younes. Mais… Non, j'allais dire oui, c'est ça, parce que non, j'allais juste coupler et indiquer qu'en fait, une solution de marketing automation omnicanal va permettre de couvrir l'ensemble des canaux que tu évoques, que ce soit l'email, le SMS, le push, la personnalisation du site web, mais également les canaux publicitaires. Et c'était juste pour faire une petite transition et te dire, bon, bah, effectivement, une fois que tu mets en place tout ça et que tu utilises tous ces canaux, à quel type de résultat tu arrives à atteindre? Alors, entre le moment où on a démarré sur MR6, hein, notamment avec une pression qui était à l'époque encore assez faible, c'est vrai qu'on a fait plus 140% de croissance sur en tout cas le CA MR6 et grâce notamment à la stratégie d'automation. Donc, comme on l'a vu, on a fait plus 10 points sur la part de CA réalisée par le CRM et si on regarde par exemple les abandons paniers, parce que ça c'est vraiment un chiffre qui est très très important. On récupère en moyenne 30 à 35%. D'ailleurs, c'est 35% pour Lancaster, le nombre de paniers récupérés. C'est-à-dire par rapport aux abandons paniers, il y en a un tiers aujourd'hui qui est reconverti en client. Donc, c'est encore une fois par rapport à la performance de l'omnicanalité. Voilà, c'est un objectif aujourd'hui. Il faut que si vous mettez en place ce type de scénario, il faut que ça vous permette de rattraper à minima un tiers de ces fameux abandons paniers. Super. Merci beaucoup Serge. Je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'était de prendre 15 minutes pour vous parler de tout ça. On tenait tous à vous remercier. On va peut-être commencer par regarder s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on reste tous disponibles sur n'importe quel réseau, que ce soit LinkedIn, Twitter ou même par email. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions. On va prendre 2 petites minutes. Alors malheureusement, on a peut-être 1 minute pour répondre à 1 ou 2 questions. On va patienter. Ok, j'en ai une seule pour l'instant, c'est comment Lancaster a réussi à obtenir justement 10% d'amélioration, enfin 10 points d'amélioration de ce revenu. Est-ce que c'est uniquement cette gestion de la pression co et la segmentation ou est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées en parallèle?
Alors, l'augmentation de la pression, forcément. Après, c'est logique. En quelque sorte, quand vous faites plus de communication, vous vous donnez aussi plus les moyens de capter cette cible. Mais ce n'était pas le seul enjeu. Il y avait aussi un enjeu de taux de conversion. Donc, l'objectif, ce n'est pas de communiquer plus, c'est de communiquer, certes, plus, mais mieux également. Donc, par le biais d'offres spécifiques, d'offres individualisées et surtout avec des scénarios qui peuvent booster justement ce fameux taux de conversion. Super. Bon, merci Serge. Bon, on me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps et donc on ne pourra pas répondre aux autres questions. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Un grand merci à tous. Un replay va être disponible. Si vous êtes arrivé un peu en retard ou vous avez dû partir un petit peu avant, vous pourrez y accéder et voir un petit peu cette petite intervention et comprendre ce que Studio Mercuria a apporté à Lancaster et avec quelle technologie, notamment MR6. Un grand merci à tous et un très grand merci à toi, Serge. Merci beaucoup. Bonne journée.